Donc un premier cas de restitution d'indicateurs liés à la biodiversité par rapport à l'usage d'OCS2D, parce qu'on parle beaucoup de CS2D par rapport à la loi climat résilience, aux ZAN, à l'artificialisation, mais cette base ne se limite pas à ça, elle est extrêmement riche et vous allez pouvoir, dans le cadre de ce webinaire, voir des premières déclinaisons. Donc, par Guillaume Berthaud, chargé de mission géomatique à l'ARB, l'Agence régionale de la biodiversité, qui vous expliquera également qu'est-ce que c'est que cette structure et à quoi elle sert et comment elle est organisée. Voilà, donc je peux que vous encourager également à partager vos travaux. On est un peu tous des fois sur des problématiques en silo et c'est bien de bénéficier du réseau Géo de France pour se mettre en synergie. Guillaume en parlera. Il y a eu des synergies avec d'autres partenaires grâce à Géo de France dans le cadre de certains de ces indicateurs. Écoute, Guillaume, je te propose de commencer, de prendre la parole. Merci Nicolas. Donc bonjour à vous, bienvenue, merci d'être là. Je vais faire une présentation sur l'exploitation de l'occupation des sols en 2 dimensions pour la production d'indicateurs de biodiversité. Je vais commencer par une rapide présentation de l'ARB. Donc l'ARB a été lancée officiellement le mois dernier, en septembre 2024, mais en fait elle est opérationnelle depuis janvier 2023. Et même certains services dont je fais partie, l'Observatoire régional de la biodiversité, existe depuis 2010. Donc, le but de l'ORB, c'est de fédérer donc, des forces qui étaient préexistantes, garantir une cohérence d'intervention par une transversalité. C'est augmenter aussi la communication sur beaucoup de programmes qui existent mais qui ont peu de visibilité. Et c'est fournir une capacité d'ingénierie comme on le fait au territoire, que ce soit en termes économiques ou techniques SIG. Rapidement, l'organisation de l'ARB. Donc, je voulais vous présenter les instances décisionnelles qui sont en vert foncé. C'est notre comité de pilotage. On a des instances en vert clair consultatives, un comité d'orientation qui est composé de nombreux acteurs associatifs, consulaires ou du territoire. En jaune, l'instance scientifique, c'est le CSRPN, le Conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Et donc en orange, c'est vraiment en orange ici, vous avez l'ARB en elle-même qui est composée de 5 briques, et notamment la brique connaissance dont je fais partie, avec le GT observation valorisation. Ça, les moyens humains, on est ici en bleu clair, et donc le pôle connaissance, le pôle mobilisation, le pôle éducation sensibilisation qui compose l'ARB. Et donc, nous avons un coordinateur et le pôle connaissance dont je fais partie, animé par Lou d'Angreville et moi, le géomaticien. Je ne vais pas détailler les autres pôles qui ont des missions multiples et variées sur les espèces exotiques envahissantes, la mobilisation des acteurs du territoire, l'animation de sensibilisation, communication. Le pôle connaissance en soi, donc il y a l'observatoire qui produit des indicateurs de biodiversité, des fiches méthodes. Et maintenant, depuis le mois de juin, ici, vous avez un QR code que vous pouvez flasher qui donne accès à un tableau de bord numérique où nos indicateurs seront mis en ligne au fil de l'eau. Dans le pôle connaissance, on retrouve aussi le Conservatoire d'espaces naturels qui participe au diagnostic des aires protégées, le Conseil régional pour un groupe de travail sur les sciences participatives, le Conservatoire botanique de Bayeul qui travaille sur 2 thématiques, le SINP, Système d'information du patrimoine naturel, qui est une grosse base de données mutualisée commune sur tout ce qui est biodiversité, et CARAB, cartographie des habitats potentiels. Et la dernière thématique, c'est BIMBAP, c'est une boîte à outils sur la restauration des milieux humides. Donc voilà pour la présentation rapide de l'ARB. Donc pour entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler au travers de 3 exemples qu'on a développés, comment on a utilisé l'OCS2D. Donc le premier exemple, c'est sur l'exposition au risque de ruissellement en milieu urbain. Cet indicateur est issu d'un travail de l'ARB Île-de-France, qui s'appelle donc Renaturer les villes, qui est paru en 2022. Dans cette boîte à outils, vous avez 9 indicateurs qui existent et qui sont classés par thématique. Donc ici, vous avez une thématique sur renaturer son territoire pour l'adapter au changement climatique. C'est une thématique composée de 3 indicateurs et moi, je me suis attaché à calculer celui-ci.
Donc, on parlera des deux autres après. Et ça, c'est un indicateur qui est méta, qui peut le regroupement des trois précédents. Donc, mon travail a été d'adapter l'indicateur qui était à l'origine un indicateur parisien au contexte régional. Donc, pour ça, je me suis appuyé sur différentes choses, dont l'OCS2D. Alors, il est décomposé en deux sous-indicateurs qui permettent de donner le troisième. Donc, je vais vous montrer rapidement les étapes. Le premier indicateur, pour parler du ruissellement, s'attache à la pente. Donc, on a fait à partir du RGE-ALTI, qui est un référentiel gratuit fourni par l'IGN, on a créé un indicateur de pente et après un indice de pente. Ça, c'est le premier indicateur. Le deuxième indicateur, justement, s'appuie sur l'OCS2D. Donc là, vous avez la cartographie du couvert du sol en 2021. J'espère que vous êtes habitué à ce genre de matrice, qui est en fait la matrice couvert de sol, usage de sol, qui permet de faire le croisement entre le couvert et l'usage. Et donc, pour chacun des couverts usages, une note a été attribuée, donc en vert des bonnes notes, en orange des notes moyennes sur tous les territoires qui sont non végétalisés, et en rouge une mauvaise note pour les espaces qui sont complètement imperméabilisés. Donc là, on parle bien d'imperméabilisation, je ne parle pas en termes de ZAN. Donc ça, vous avez ici la cartographie convertie en fonction du couvert imperméable ou non. Ça permet après de créer un indicateur, un indice d'imperméabilisation des sols. Et vous avez l'agrégation des deux premiers indicateurs, donc l'indice de pente plus l'indice d'imperméabilisation permet de recalculer un indice d'aléa de ruissellement. Donc là, c'est un travail qui est fait à la maille 1 km, qui est une maille peu précise pour vous dans les territoires, mais moi qui est suffisante au niveau des bilans que je fais département ou région. Sachant que tous les indicateurs que je propose sont déclinables à une échelle plus fine. En fait, l'échelle limitante, c'est l'échelle de l'OCS2D, c'est-à-dire au polygone. Et donc là, vous avez le même travail rendu à la parcelle, à la maille de 125 mètres. Donc voilà, ça c'est à la maille d'1 km et à la maille de 125 mètres. Donc ça permet d'avoir un grain beaucoup plus fin, notamment quand vous rentrez là dans l'exemple de la ville de Boulogne-sur-Mer. Donc mon travail consiste à notamment développer des fiches méthodes pour mettre à disposition des territoires l'ensemble de ces indicateurs. Donc pour celui-ci, il existe 3 modèles sous QGIS qui permet, en rentrant les données, de calculer automatiquement les indices de pente, l'indice d'imperméabilisation et au final l'aléa ruissellement. Les perspectives pour cet indicateur-là, c'est de finir les deux autres indicateurs qui sont l'exposition au risque d'inondation et l'exposition à l'effet d'îlot de chaleur urbain. Donc, je reviendrai sur l'exposition à l'effet d'îlot de chaleur urbain, parce qu'il a été aussi utilisé dans le service écosystémique. Donc voilà pour la première présentation sur l'exposition du risque de ruissellement. Le deuxième exemple d'utilisation, ce sera pour le calcul de la fragmentation au travers de la taille effective de maille. Donc, c'est un indicateur qui a été développé il y a une quinzaine d'années, qui est utilisé par le CEREMA, par la Wallonie aussi, la région wallonne. Là, c'est donc pour calculer le phénomène de fragmentation. Donc, je vous rappelle que la fragmentation, c'est un phénomène artificiel ou naturel de morcellement de l'espace. Ça fragmente l'espace, ce sont des barrières physiques qui empêchent une ou plusieurs espèces de se déplacer comme elles le devraient et pourraient le faire en l'absence de facteurs de fragmentation. Donc, ce sont surtout des infrastructures de transport, quand on est dans le sens le moins restrictif, et les espaces imperméabilisés, artificialisés. Si on va dans des notions moins restrictives de la fragmentation, on peut inclure les cours d'eau qui font plus de 15 mètres, on peut inclure les terres arables qui peuvent être des freins pour les déplacements de certaines espèces. Donc pour vous donner un exemple de fragmentation, là c'est le même indicateur donc calculé à la maille 10 km nationale. Avant on était le même indicateur décliné à l'échelle des CRTE. Donc la fragmentation ici, j'ai pris un paysage. Et donc nous avons en vert, on va dire les patchs de nature.
En gris, vous avez les infrastructures linéaires fragmentantes, les routes. En rouge, les infrastructures, enfin les bâtis fragmentants. En bleu, éventuellement, les cours d'eau qui peuvent fragmenter. Et donc là, vous avez des patchs de différentes tailles qui ne sont plus connectés entre eux. Donc le but, ça va être de calculer dans quelle mesure ils sont déconnectés. Alors, je me suis appuyé sur une étude du CEREMA parue en 2021. Et donc, j'ai traduit les milieux considérés comme naturels et les milieux considérés comme fragmentants dans la matrice OCS2D. Donc là, vous avez surtout considéré comme fragmentant tout ce qui est bâti, tout ce qui est infrastructure aussi linéaire, imperméable. Et vous avez certes la mer, vous avez les vergers, vous avez les terres arables. Donc, l'exemple que j'ai utilisé cette fois-ci, c'est la métropole d'Amiens. Donc, à partir du couvert et de l'usage du sol, que vous avez représenté ici, enfin là, c'est le couvert. Si on applique cette matrice, vous obtenez donc les milieux fragmentants en rouge et les milieux naturels en vert. Grâce encore à un modèle et une application qui s'appelle Fracscape, qui est un plugin de QGIS, vous pouvez calculer la taille de la maille effective pour la métropole d'Amiens. Et donc là, vous avez en moyenne des milieux naturels qui font 2,14 km², avec des regroupements par ici. Et toutes les parties en rouge, vous avez donc des milieux qui sont entre 0 et 1,5 km², donc très fragmentés. Et alors, ce modèle n'utilise pas des données très précises, dans le sens où, par exemple, il ne prend pas en compte si vous avez de l'agriculture biologique, vu qu'il s'appuie exclusivement sur OCS2D. Vous avez toutefois la possibilité de pouvoir rajouter des éléments exogènes. Donc, par exemple, ici, vous avez la même représentation précédemment avec les éléments fragmentants en rouge et naturels en vert, auxquels on a rajouté les points ici, ce sont les passages à faune qui viennent d'une base de données nationale qui s'appelle la CIPAF. Et en incluant ces passages à faune, on peut recréer les connexions existantes et recalculer le même indicateur. Donc ici, vous avez le nouvel indicateur. La maille est passée de 2,14 à 2,21 km², sachant que plus la taille de la maille augmente, meilleur est l'indicateur. Donc là, vous avez bien une amélioration des conditions. Et donc, si vous voulez comparer, voilà, sans les passages à faune et avec les passages à faune. Donc, on voit bien qu'il y a des reconnexions qui se font sur les milieux naturels à cet endroit-là. Donc voilà un usage, sachant qu'on peut ajouter donc des données qui viennent du DNSB, le dispositif national de suivi du bocage, qui sont des alignements de haies, qui sont des corridors qui permettent de reconnecter. On peut ajouter aussi des données exogènes qui viennent du RPG, le registre parcellaire graphique, avec les bandes en RB, avec certaines parcelles qui pourraient être dans les terres arables plus propices au passage de la faune. Donc voilà, il est possible d'enrichir l'OCS2D avec d'autres données exogènes, mais l'OCS2D est vraiment la base du calcul de cet indicateur. Ce travail a été décliné en Belgique selon 3 scénarios. Alors, je ne vais pas refaire tout le calcul, mais c'était pour vous présenter. Donc, un premier scénario où presque tous les milieux sont favorables à la nature, même les terres arables. On considère comme fragmentant que les infrastructures de communication et les terrains artificialisés. Deuxième scénario, cette fois-ci, les terres arables sont considérées comme fragmentantes. On s'attache surtout à l'usage des sols avec les modes d'exploitation, les infrastructures et les terrains artificialisés. Et dans le dernier cas, vous avez une vision très restrictive avec notamment tout ce qui est forêts de conifères qui sont intégrées dans les parties fragmentantes. Donc la traduction de ces 3 scénarios A, B, C, donc là, vous avez le détail dans la brochure de qu'est-ce qui est retenu comme milieu fragmentant, comme milieu naturel. La traduction, la transcription dans les matrices couvert usage de l'OCS2D. Donc, comme je disais, le scénario A avec uniquement les terrains artificialisés, les infrastructures de transport et la mer. Tout le reste est considéré comme perméable. Dans le scénario B, les usages deviennent fragmentants, donc vous avez un gros bloc rouge qui apparaît là, et les terres arables qui sont la colonne ici. Et là, vous avez juste les forêts de conifères qui sont rajoutées. Et donc la transcription, toujours au niveau d'Amiens, voilà
une cartographie donc en vert les espaces naturels, en rouge les fragmentants, donc le scénario le plus permissif au scénario le plus restrictif. Donc c'est une autre approche avec une gradation de la fragmentation en fonction des thématiques et des enjeux du territoire. Les perspectives pour cet indicateur-là, alors il existait précédemment, mais il s'appuyait sur une autre occupation des sols. Donc c'est moi qui ai fait la traduction dans le couvert usage de l'OCS2D. Ce qui serait bien, ce serait de mettre en place un groupe de travail fragmentation au sein du COTEC. Donc s'il y a des personnes qui veulent participer, ils sont les bienvenus. Et le tout donc, pour valider la matrice des éléments fragmentants et d'avoir un indicateur qui soit complètement fonctionnel avec l'OCS2D. Le troisième cas dont je vais vous parler, c'est le travail qui a été fait par un stagiaire cette année, qui s'appuie sur une thèse de 2018. Il existait déjà donc depuis 2018 une matrice de capacité qui permet d'évaluer les services écosystémiques. Ce travail va être présenté aussi le mois prochain pendant un webinaire, enfin pas un webinaire, un séminaire présentiel sur la séquence ERC. Et donc le stagiaire Thibaut Silor s'est attaché à reproduire le travail de 2018 en l'actualisant et en le rendant compatible avec l'OCS2D. Donc je vais revenir vite fait sur qu'est-ce qu'un service écosystémique. Donc c'est un service écosystémique qui est rendu par comment dire. Les services écosystémiques sont les bénéfices que les humains retirent des écosystèmes. Ils sont classés en 3 familles, donc les services d'approvisionnement, approvisionnement en viande, en végétal, en ressources en eau douce, en biomasse, en champignons, tout ce qui est ressources sauvages. Ça comprend aussi les services de régulation, donc régulation des inondations et des crues, captage du CO2, pollinisation, ressources pour la biodiversité, les îlots de chaleur urbains, et en service culturel, tout ce qui est aménité, symbolique, culturel. Donc le but, c'était d'évaluer pour tous les habitats de l'OCS2D ces services écosystémiques. Donc, il y a eu un premier travail sur quel service était retenu. Il y en a eu 25 de retenus. 9 services écosystémiques d'approvisionnement, donc production végétale alimentaire, production animale alimentaire, ainsi de suite, eau douce, matériaux et fibres, biomasse à vocation énergétique. Ceux-ci sont principalement donc issus du travail de 2018. Pour les services de régulation, il y a eu quelques modifications, notamment le service de régulation et climat qui a été redéfini pour ne prendre en compte que les gaz à effet de serre, régulation de la qualité de l'air et le service de pollinisation. Et on a ajouté le service de régulation de la chaleur et du climat local pour prendre en compte les îlots de chaleur urbains. Et donc les services culturels qui sont déclinés en 4, emblèmes, esthétique, activités récréatives et connaissances et éducation. Donc là, nous avions les services écosystémiques. Ensuite, nous avons dû définir des habitats pour simplifier, puisqu'il n'était pas possible de définir l'ensemble des 750 possibilités de croisement entre le couvert et l'usage du sol. Donc nous avons simplifié la typologie OCS2D pour retenir 32 habitats classés en 6 familles. Donc des habitats aquatiques avec des plans d'eau, des cours d'eau artificiels naturels, des formations herbacées de bords de mares et de cours d'eau. Les milieux plutôt ras, herbacés ou prairiaux, avec les pelouses, les landes, les prairies humides et mésophiles. Les habitats marins littoraux, avec les vasières, les plages, les dunes, les côtes rocheuses. Habitats forestiers qui comprennent les dunes arborées, les boisements humides, peupleraies, les forêts de feuillus. Les habitats agricoles, terres arables, vergers, vignes. Et enfin, les habitats urbains avec les parcs, et les végétations rases des parcs, les boisements des parcs, les carrières activités abandonnées, tout ce qui est le bâti et les réseaux routiers. Donc le but, c'était de simplifier. Je vous dis, il y a 750 possibilités en gros. Ça correspond aux cases qui sont remplies. Et nous avons simplifié ça en 32 habitats. Donc la typologie est ici. Tout ce travail-là est déjà disponible sur l'espace Géo de France. Et donc, une fois que nous avions nos services écosystémiques de définis
et nos habitats, nous avons convié 2 ateliers avec une trentaine d'experts. Nous avons passé une matinée à définir ensemble tout ce qu'étaient exactement les habitats et ce qu'étaient exactement les services pour avoir le même niveau de langage et le même niveau de connaissance. Et ensuite, les experts se sont attachés à noter dans quelle mesure un habitat rendait un service écosystémique. Par exemple, ici, nous avons les terres arables qui rendent très bien le service d'approvisionnement végétal, mais pas du tout le service d'approvisionnement animal, et ainsi de suite. Donc, ont été notés les forêts, les prairies et tous les milieux sur un système de notes qui allait de 0, l'écosystème n'a pas de capacité à fournir ce service, à 5, l'écosystème fournit très bien ce service écosystémique. Donc voilà la matrice finale, qui est l'agrégation des matrices des 30 experts. Et donc pour chaque service écosystémique, donc les SA, services d'approvisionnement, SR, services de régulation, SC, services culturels, il y a une note pour chaque habitat simplifié retenu. Donc, à quoi sert cette matrice une fois qu'on l'a faite? Alors, je vais vous faire un exemple sur la métropole de Valenciennes. Donc, toujours en partant du couvert du sol, enfin couvert usage, on applique la matrice de simplification des habitats. Donc, vous avez une typologie simplifiée ici. Et cette typologie simplifiée, en appliquant la matrice, vous permet de calculer. Donc là, j'ai pris l'exemple du service de régulation de la composition atmosphérique, donc qui est principalement le captage des gaz à effet de serre. Et donc, vous avez les milieux à potentiel nul jusqu'au milieu à haut potentiel. Donc là, c'est pour la cartographie de 2005. J'ai appliqué le même traitement pour la cartographie de 2015, ainsi que 2021. Et après, je vous propose un modèle qui permet de faire le calcul pour chaque période, et ensuite un dernier modèle qui permet de calculer à l'échelle de tout le territoire quelles étaient les évolutions du service écosystémique. Et donc là, entre 2005 et 2015, on observe les endroits où il y a eu de la renaturation, par exemple, et donc une meilleure captation du carbone, et les endroits où il y a eu des processus d'artificialisation ou d'imperméabilisation qui empêchent la captation du carbone. Ça permet de calculer aussi sur le territoire qu'il a perdu en gros 3,75% de sa capacité à absorber le carbone. Et donc ça, c'est pour un service écosystémique, sachant qu'on peut le décliner pour les 24 autres. Les autres résultats potentiels que donne la matrice, c'est ce qu'on appelle des bouquets d'habitats. C'est-à-dire que pour un territoire, là c'est pour les Hauts-de-France complet, on peut décliner par grand type d'habitat la capacité à rendre les services. Donc là, sans surprise, on a les milieux urbains qui rendent très très peu de services, sachant que ici c'est un pétale. Plus le pétale est long, plus le service est rendu, et mieux le service est rendu. Donc dans les milieux agricoles, vous avez par exemple les terres arables qui rendent très très bien le service d'approvisionnement en végétal. Et voilà. Vous avez aussi des cartographies. Donc là, c'est la cartographie en service d'approvisionnement en eau douce ou service d'absorption des polluants atmosphériques. Vous avez aussi les scores, comme ça a été calculé sur ici précédemment, où il est possible de calculer un score pour le territoire et voir son évolution dans le temps. Les perspectives pour cet indicateur, il y a donc 2 fiches en cours de réalisation qui seront publiées l'année prochaine, fin de cette année ou début de l'année prochaine, qui permettront de calculer à l'échelle de vos territoires dans quelle mesure les services écosystémiques ont fluctué. J'ai mis donc ici 2 QR codes qui permettent, ici pour atteindre les fiches méthodes qui sont disponibles. Il y en a déjà une vingtaine. Il y en a 5-6 qui vont arriver en ligne dans les mois à venir. Et vous avez les documents ressources de l'espace d'information occupation du sol qui sont disponibles en flashant ce QR code. Et je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et n'hésitez pas à me contacter aussi, mon mail est ici. Merci Guillaume. Des exemples variés en termes d'indicateurs et puis également sur les territoires exemples. Donc merci beaucoup. Place aux questions si vous en avez par le chat ou en vocal. Je dois pouvoir rétablir le son si vous voulez prendre la parole.
Alors, j'ai une question de Nathalie Dejour. Les données de référence étant définies à la parcelle, pourquoi les résultats se présentent-ils sous forme de grille carrée? Alors, c'est le mode de restitution, le plus simple que j'utilise. Heu, c'est que tout n'est pas forcément à la parcelle. Effectivement, on pourrait traiter, la pente à la parcelle, mais le question de restitution, comme je travaille beaucoup à l'échelle régionale, si je travaille à la parcelle, c'est illisible. Donc souvent, j'ai tendance à bosser en mode raster et donc de repasser sur des carrés de, 1 kilomètre par 1 kilomètre généralement. Oui, bah, l'INSEE le fait aussi pour la population, hein, ça s'affranchit des fois aussi de limites, fiscales ou administratives qui ont pas forcément Aussi, un sens au niveau, des biologique. ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La méthode est très applicable, alors la méthode est-elle applicable à enfin, est appliquée à très grande échelle, par exemple, pour une commune? Est-elle applicable? Alors oui, tout à fait, on peut, travailler à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une maille. On s'affranchit vraiment le facteur limitant dans les indicateurs que j'utilise, c'est souvent le référentiel d'occupation des sols. Donc, vu la finesse de l'OCS2D et surtout en secteur urbain, c'est tout à fait, utilisable. Oui, on peut faire de l'infraparcellaire, hein, quasiment. Pascal Lambert qui dit: «Bravo, très beau travail qui donne envie de faire pareil sur son territoire». Donc, Merci. rappelons qu'effectivement tu partages, les fiches méthodes et les modeleurs, QGIS Tout à qui fait. permettent de faire ce travail, effectivement, par exemple, là-dessus. Audrey Zlatowski qui dit: «Merci Guillaume, est-ce que l'on peut envisager de la prospective sur l'exemple 1?» Alors, sur l'exemple de la prospective, c'est-à-dire? Là, les données sont vraiment les données d'occupation du sol actuelles. Le but, c'est de définir des secteurs à renaturer. Donc, il n'y a pas de prospective dans le sens où on ne fait pas de projection sur ce que va devenir le territoire, mais ça permet de voir où sont les enjeux actuels, en tout cas. Est-ce que ça répond à la question? Oui. OK. Hem, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Philippe Coutrebil de Oise-les-Vallées. Très bon travail, je retrouve les éléments de la méthode des aires de migration simulées. Usage d'une OCS pour déterminer les corridors écologiques, d'autant plus que les habitats sont définis par guilde d'espèces. C'est pas une question, c'est un commentaire. Merci. OK. Juste, je vais Alors, partager mon écran peut-être pour retrouver ce travail et notamment aussi le travail de j'arrête le partage du mien. ouais, le travail de Thibaut que tu avais montré. Enfin, que tu as partagé, hein, d'ailleurs, en fait. Alors, faut pas hésiter à me faire des retours, hein, je suis toujours preneur. Et puis, justement par rapport à la proposition que tu faisais, alors par contre, il va y avoir une mise en abîme, je pense, non? Est-ce qu'on voit mon écran? On voit ton écran. Ah, OK. Vois-moi. Ah, c'est bon. Donc quand vous êtes sur geodefrance.fr, vous cliquez sur groupe projet, vous arrivez sur l'espace collaboratif et dans les espaces, vous allez chercher occupation du sol. Bon là, j'y suis déjà, mais voilà. Au lieu de le quitter, vous aurez, rejoindre. Vous pouvez le rejoindre sans modération, si c'est pas déjà le cas et dessus justement, donc vous retrouverez le replay, d'autres informations sur, la production justement de l'occupation du sol, des ressources, son dictionnaire de données. Éventuellement, si vous remarquez une erreur manifeste, vous pouvez aussi le faire par ici. Télécharger la donnée, hein, qui va renvoyer vers le catalogue de données. Être tenu informé des autres webinaires qu'on organiserait. Et c'est là-dessus également que, vous allez pouvoir trouver dans la rubrique documents, mais je m'avance pas trop, mais c'était prévu. Guillaume, publiera des articles, notamment sur les services écosystémiques. Vous avez, les travaux qui sont téléchargeables, notamment la matrice ou, bah, le mémoire de Thibaut, donc la personne qui a fait un stage avec Guillaume, que vous pouvez consulter et télécharger, à partir du moment de vous êtes dans cet espace. Voilà. Et si vous voulez, rebondir sur la proposition de Guillaume de monter un groupe de travail sur la fragmentation au sein du COTEC, eh ben,
c'est par ici. Vous avez comité technique au CS2D. Vous allez cliquer sur rejoindre. Voilà, c'est soumis à modération. Les animateurs euh, vous, vous valideront bien sûr rapidement et vous aurez un espace collaboratif où échanger. Je crois qu'il y a eu des synergies avec la MEL hein, pour la partie écosystémique, Guillaume. Alors, on a commencé à tendre des ponts. Il y a le Thibaut qui avait rencontré Guillaume Danels de la MEL. Là où on n'a pas avancé depuis, mais je vais revenir vers lui justement pour maintenant que la matrice elle est publiée, finie. Donc oui. Alors, des questions. Combien de temps de calcul pour chacun des exemples présentés? Question de Nathalie Dejour. Dans mon souvenir, quelques minutes. C'est pas. Après, j'ai une bonne machine, mais normalement, c'est pas des jours, ça c'est sûr. Je pense pas des heures non plus sur une petite machine. Donc Hmm. j'essaie d'optimiser dans la mesure du possible les traitements. Jérémy Bachmann qui demande si on peut avoir les tables OCS2D utilisées par pour la fragmentation. Eh bien, comme je vais créer, enfin, je vais te laisser créer le GT, mais il y aura un espace de stockage qui sera alloué dans la partie documentation de Géo de France. Je mettrai les feuilles à cet endroit-là. Table de passage, ouais. Oui, oui, dans le Codec, en fait, il y a plusieurs indicateurs en cours d'élaboration. Voilà, le ZAN, les ENAF, et effectivement des indicateurs sur les zones d'accélération aussi des énergies renouvelables. Et puis voilà, le but, ça sera de faire un nouvel espace pour partager les étapes de passage pour la fragmentation et même les modeleurs qui ont été faits, hein, si, c'est ce qui avait été dit. Tout Alors, à fait. sur Jérémy Bachmann, sur les SE, lors des calculs de variation, tu as choisi des seuils 33-66%. Dans le guide 2020, des seuils significatifs avaient été calculés. Alors, l'exemple a été fait, comment dire? J'ai eu une semaine, en gros, une semaine et demie pour préparer le PowerPoint, pour finir les modèles et je me suis pas attaché parce que normalement les seuils doivent être, recalculés par service écosystémique et en fait, là, j'ai pris des seuils, un peu bateau, quoi. Ok. Euh, j'ai vu un petit pouce passer, donc ça veut dire que la réponse est donnée. Philippe Cotrebille, dans la fragmentation, il y a des éléments route, ligne à haute tension qui sont plus ou moins fragmentants selon l'intensité des flux. Avez-vous des notes de fragmentation? Alors, ça peut faire partie des données exogènes, à intégrer, dans le modèle, mais là, c'était vraiment l'usage de l'OCS2D, dedans et les lignes à haute tension sont pas référencées là-dedans. Par, par contre, le linéaire, tu as bien expliqué qu'il était pris en compte, hein, donc, Oui, et là, tout à on fait. l'a effectivement dans le CS2D. Audrey Zeldowski, si par le futur, il y a une poursuite de l'OCS2D, est-ce qu'on peut envisager une mise à jour de ces indicateurs, un suivi territorial sur un temps long? Alors la question, c'est peut-être plus pour moi. Ouais. En la région, essaye de militer pour un budget, pour la mise à jour de l'occupation du sol, d'où l'importance de ces webinaires et d'où l'importance, vous aussi, si vous faites des travaux dessus, de les partager pour montrer que c'est une base, qui est utile, à bien des niveaux, et de pouvoir, aider à justifier. En tout cas, il y a une enveloppe qui a été, déterminée pour une mise à jour 2024. Maintenant, on est tributaire, des orthophotos. Avec les conditions météo très difficiles cette année, on n'a pas complètement, enfin l'hygiène est encore en train de voler. Voilà, ils ont étendu les plages de vol et sur la partie horaire et sur la partie, plage enfin des mois, les mois de vol, pour essayer de boucler tous les Hauts-de-France. Donc si on a une orthophoto complète 2024 et si on a le budget, la mise à jour est prévue. Après, la mise à jour de ces indicateurs, je pense que du coup ça serait une formalité, Guillaume, si tu as une Oui, complètement, ouais, sauf s'il y a changement de nomenclature, il y a un petit travail d'adaptation, mais tout à fait. voilà. Et peut-être une rupture de continuité si le changement de nomenclature est trop important sur certains indicateurs, mais enfin, Ouais. par exemple, les services écosystémiques,
les regroupements d'habitats font que si on rajoute par exemple des colonnes d'usage ou ça peut quand même changer un peu la physionomie, Mmh. mais pas pour la Ça généralement, les fragmentation. changements de nomenclature, ils sont discutés au sein du codec, donc s'il y a des alertes à faire en disant: «Attention, risque pour les indicateurs», la continuité des indicateurs, c'était ce qui avait été aussi abordé lors des ajustements de la nomenclature pour l'extension de l'OCS2D sur la Picardie, pour être sûr, qu'effectivement ça ne mettait pas en péril les indicateurs qui étaient déjà maintenus sur le Nord-Pas-de-Calais. Jérémy Bachmann, une autre question. Pour intégrer les données CIPAF, tu as transformé les points de passage faune en polygones avec habitat favorable? Oui, c'est ça, donc je répondais à Jérémy dans le chat. D'accord. Là, les points, je les ai simplement transformés avec un tampon, de 20 mètres, parce que les points sont positionnés au milieu comment dire? Des infrastructures linéaires. Donc avec un tampon de 20 mètres, ça permet de relier, le bord droit et le bord gauche. La surface qui est créée artificiellement, même si elle ne représente pas exactement le linéaire, ça ne changera pas grand-chose à l'indicateur. Le but, c'est de recréer juste la connexion entre les milieux favorables à droite et à gauche comment dire? De l'élément fragmentant. Ce que je mettais en plus, c'est que pour bien faire, il faudrait filtrer normalement aussi en fonction du type de passage à faune. Normalement, la fragmentation se fait aussi, au regard d'une espèce. Vous n'avez pas les mêmes contraintes si vous êtes une chauve-souris ou si vous êtes un cerf et donc faudrait aussi fixer le type de passage à faune qui sont à retenir. Si vous travaillez sur les chauves-souris, par exemple, les passages à faune ne vont pas être vraiment importants, mais si c'est sur les cerfs, les ponts, ça fonctionne, les buses ne fonctionnent pas forcément. Donc il y a aussi un filtre à faire, en amont si vous retenez, l'ajout de données exogènes. Merci encore. On sent la maîtrise. Réponse à tout. Merci Guillaume. De rien. D'autres questions? Alors, Nathalie Dejour, des présentations de ces résultats sont-elles prévues en direction des élus, histoire de donner envie de valoriser les usages à la CSTD sur ces 3 cas d'usage? Ce serait un argument pour lever les fonds, vu les thèmes chauds, ZAN, îlots de chaleur, et cetera. Alors les présentations, enfin, oui, ils peuvent remonter, enfin, ils seront diffusés publiquement, donc il n'y a pas de limitation, tout le monde peut en prendre connaissance. Là, c'est vrai qu'il était orienté un peu technique justement pour voir, comment on exploite la matière première, qu'est l'OCS2D, quels sont les usages possibles. Après, je dirais que pour les élus, ce qui serait intéressant en plus, c'est d'aller un peu plus loin sur la présentation des résultats. C'est ce que j'allais dire. C'est ce genre de présentation se dirige plutôt vers les techniciens, géomaticiens, et on a tendance à présenter plus les résultats, finalisés, et ne c'est pas moi généralement qui le fais, c'est, Lou d'Angreville ou sinon on a des brochures ou le tableau de bord où j'avais mis le QR code à flasher. Ça va être ça qu'on va présenter plutôt aux élus, plutôt que les méthodes. Et juste pour, revenir sur, un point, il est prévu que normalement je fasse des formations sur, l'usage des modèles, des méthodes et donc n'hésitez pas à me recontacter si vous êtes intéressé par ce genre de formation, c'est gratuit. OK, et apparemment tu en parleras aux 2e rencontres, RC. C'est ça. Est-ce que on peut dire un petit mot sur ces rencontres? Alors faudrait si on peut donner il y a Jérémy Bachmann dans les participants, il en parlera mieux que moi. Moi Alors je vais voir j'interviens si je l'après-midi, donc il y a beaucoup de petits ateliers, prévus sur la journée il y a 4 ah, moments dans la journée et chacun a plusieurs ateliers, mais si Jérémy veut en parler, ouais, là ça tombe bien, il vient de lever la main, comme ça je vais pouvoir c'est parfait. rétablir son son. Merci. Jérémy, la parole est à Il y aura donc, 5 séquences, on appelle ça, hein, 5 moments Séquence. d'atelier et pour chacun de ces moments, les participants ils auront le choix entre 9 ateliers différents et parmi lesquels il y aura Guillaume qui parlera du travail qui a pu être fait là sur les services écosystémiques. Il y a toute une partie où il y aura justement des outils, des outils, informatiques. Donc on parlera aussi de Meeting Connect ou d'autres outils comme ça qui sont sortis récemment. La boîte à outils biodiversité qui sort ce mois-ci officiellement, je crois. Voilà, des petites choses comme ça qui seront présentées. En plus des présentations plus classiques, témoignages de collectivités sur, tout ce qui tourne autour de l'évitement
dans la séquence ERC. C'est le Est-ce 26 qu'on novembre à Valenciennes. la date, c'est le? Le 26 novembre Sinon, au CVRH de Valenciennes. OK. Merci pour ces informations. Alors, Audrey Zlatoski, est-ce que dans le modèle builder pour l'exemple 1, on peut descendre en deçà de la maille 1 kilomètre, par exemple 250 mètres? Alors, tout à fait. Les modèles que je fournis, ils essayent d'être généralistes. C'est-à-dire qu'en entrée, vous pouvez, dans les entrées, vous avez généralement l'OCS2D et vous avez votre ce que j'appelle la zone de rapportage. Par exemple, si vous travaillez pour, une communauté de communes, la zone de rapportage, ça va être l'ensemble de la communauté de communes et les zones de sous-rapportage, ça peut être, par exemple, soit les quartiers, soit les communes et donc l'indicateur va être calculé à l'échelle de toute la zone et de chacune des entités. Donc, par exemple, pour Boulogne-sur-Mer, j'ai fourni un maillage qui représentait toute la communauté de communes de Boulogne-sur-Mer avec un grain de 125 mètres. Mais si ça avait été un grain de 10 mètres, ça aurait très bien pu fonctionner. Ça aurait été beaucoup plus long, par contre, à calculer, hein, je vous le dis. Mais c'est en plus, ça a tendance à être exponentiel. Si vous avez une maille d'1 kilomètre et vous passez une maille de 500 mètres, vous multipliez pas le temps par 4, mais par plus que ça. Voilà. Donc il y a toujours un ratio à faire entre le temps que vous disposez et le grain dont vous voulez bénéficier à la fin. Merci, Guillaume. Jérémy a mis le lien vers cette, rencontre régionale éviter, réduire, compenser, dans le chat, donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour en savoir plus, vous inscrire. Et je vais en profiter s'il y a des collectivités qui sont du bord de mer, pour faire aussi moi la promo. On a un webinaire, la semaine prochaine, le 17 octobre, sur mer et littoral, sur donc toutes les actions de connaissance qui ont lieu, les programmes. C'est un moment d'échange. C'est moins technique qu'aujourd'hui, mais on va pas forcément parler de tous les résultats et on parle de tout ce qui se fait. Voilà. Une dernière question, on est encore dans les temps. Ou est-ce que c'est bon? Alors, encore une fois, donc, on postera la vidéo du webinaire, si vous avez d'autres questions qui viennent, n'hésitez pas, parce que les mails, c'est bien, mais, l'avantage aussi de poster sur, un espace commun, c'est que quelqu'un va peut-être pas oser poser la question ou, Guillaume va peut-être recevoir par mail pas la même question, donc n'hésitez pas à mettre au commun, hein, en commun sur l'occupation du sol, l'espace qui est un espace d'échange et pas uniquement, descendant, voilà, voici un article, lisez-le. Heu, donc voilà, ça permet de garder le contact et de fluidifier les collaborations, entre 2 webinaires, entre 2 visios, entre 2 cotecs. Voilà, très important. Je pense que tu as répondu à toutes les questions. En tout cas, merci. Très Je vois bien. que les participants sont restés jusqu'au bout. Donc, c'était hyper didactique. Moi qui suis pas hyper spécialiste de ces thématiques, j'ai tout compris. Donc, merci beaucoup, d'avoir J'avais été tenu un les peu rapide. temps. Non, non, mais c'était super. Et dans le chat, tu as, des compliments de toutes et de tous. Bah, merci à Heu, tous. merci encore et bah, je vous souhaite, une bonne semaine, un bon appétit et encore une fois, n'hésitez pas à interagir sur l'espace occupation du sol. Si vous n'êtes pas inscrit à Géo-de-France, inscrivez-vous, c'est gratuit et vous pourrez ensuite accéder, à ces espaces collaboratifs. Très, très bonne journée à toutes et à tous. Merci encore Guillaume Merci à toi, Nicolas, et et merci à si tous. et encore une fois, voilà, si vous exploitez l'occupation du sol, prenez contact avec, nous et on mettra en avant vos travaux avec plaisir.